Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre Carrefour d'Analyse, votre magazine de décryptage d'informations politiques. Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en détention préventive de 15 jours. Le parquet général de Matete a rejeté la demande de sa mise en liberté provisoire introduite vendredi par ses avocats. Eh bien, la décision est tombée samedi dans l'après-midi. Le contour de cette arrestation de Vital Kamerhe a décrypté dans ce magazine une arrestation qui rentre dans le cadre des enquêtes initiées par le parquet général du Matete dans le cadre des fonds alloués à la gestion, bien entendu, de ces fonds pour les 100 jours du chef de l'État. On décrypte ces questions avec nos invités. On aurait dû avoir un cadre de l'UNC au niveau de la Fédération des Lubumbashi. Malheureusement, tous on dit être indisponible attendant, bien entendu, l'autorisation de Kinshasa pour commenter l'arrestation de Vital Kamerhe. On décrypte la question avec deux invités, l'UDPS avec M. Thibobois. Bienvenue et surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, M. José, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Bien, l'opposition, M. John Koumimba, avec nous, justement pour passer en revue le contour de cette question. M. Koumimba, bienvenue. Bonsoir M. José, bonsoir à mon co-débatteur de l'UDPS, bonsoir à la population qui nous suit à ce moment. Bien, on va débuter ce magazine de décryptage d'informations politiques, le contour de la question de l'arrestation de Vital Kamerhe, d'entrée des jeux, les avis de considération d'autres acteurs politiques dans cette série d'éléments avec la rédaction de la RTIV. Eh bien, M. Thibobois, comment, pour planter le décor, comment analysez-vous cette arrestation de Vital Kamerhe? Merci beaucoup, M. José, pour la question que vous m'avez posée. L'analyse que nous faisons de cette situation qui est en train de se dérouler, notamment une série d'arrestations depuis l'ouverture des enquêtes au tribunal de Matete, c'est que la justice est en train de chercher à savoir et à comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec la gestion des fonds alloués aux travaux de 100 jours. Et c'est dans ces cadres-là que beaucoup d'interpellations ont été effectuées par le magistrat instructeur. Et parmi les gens interpellés, il y a aussi le directeur de cabinet du chef de l'État, l'honorable Vital Kamerhe Kingi. Voilà, c'est ça la situation et nous saluons le travail de la justice et nous espérons que la lumière sera établie et les faits seront établis à la fin du procès. C'est le décor. On va revenir à vous, le temps pour nous répondre, M. Koumimba. Vital Kamerhe, allié stratégique de Félix Tshisekedi en détention, 15 jours de prévention justement en attendant l'aboutissement des enquêtes et même la requête introduite par ses avocats pour sa mise en liberté a été rejetée. Quel est le décor que vous plantez? Et premièrement, je dois dire que cette fois-ci, au moins, notre cri de détresse, d'alarme, notre SOS a été au moins entendu par une personne que je tiens à féliciter. Le procureur général près la cour d'appel de la Gombe, de Matete plutôt, de Matete, mais une chose est certaine, vous savez, ici chez nous en RDC, les dossiers judiciaires commencent toujours avec tambour battant, mais quelques temps après, ça se termine sans qu'il y ait de suite. C'est ainsi que nous disons, il faudrait que nous ayons réellement une suite favorable quant à ce. Et nous ne voulons pas que nous arrivions à un leurre, puisque cela ne cesse de se répéter. Vous savez, avec M. Joseph Kabila, Bochab avait détourné plus de 32 millions de dollars de la SNEL que le Congo-Brazza avait versé. Mais cela s'est passé comme si rien n'était. Il y a plusieurs dossiers que nous allons épingler tout au long de cette émission. Voilà. Espérons que cela aboutira comme nous le voulons. Mais je suis bon, d'entrée les jeux, le parti politique de Vital Kamerhe, du moins quelques cas, d'abord les députés nationaux, le caucus des députés nationaux de l'UNC, les députés nationaux du Sud Kivu et même en certains du Nord Kivu, fustigent
un acharnement sur la personne de Vital Kamerhe? Merci beaucoup pour la question. C'est peut-être le moment d'éclairer l'opinion, mais également de répercuter le message du président intérimaire du parti, l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabunda-Kabound, qui a appelé tous les communicateurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social, ainsi que tout le parlementaire debout, d'afficher une attitude de neutralité quand s'agissant de ce dossier qui est en cours et qui implique le directeur du cabinet du chef de l'État. Mais parce que ceci étant dit, au niveau de l'UDPS, même si nous ne sommes pas autorisés à prendre position, en tant qu'acteur politique, en tant qu'acteur analyste politique, je déplorais bien évidemment la position de l'UNC en tant que parti des gouvernements. Parce que cette sortie qui me donne l'idée, qui ressemble bien évidemment à une sortie du PPRD lorsque M. Yuma avait été interpellé, de la même manière que nous avons aussi condamné la politisation, la communautarisation de la question de l'arrestation de M. Albert Yuma, où nous avions vu les notables de ceci et de cela sortir, faire des déclarations. Je suis surpris de voir l'UNC, un parti des gouvernements, afficher une telle attitude qui n'est pas du tout respectable lorsque l'UNC et l'UDPS étaient ensemble, ont conquis le pouvoir pour instaurer un état de droit. Je dis bien que l'UNC parle d'un acharnement sur la personne de Vital Kamerhe. Je prends le cas du porte-parole du parti qui dit clairement que l'UDPS veut écarter Vital Kamerhe par rapport à 2023. Comment, sur la base d'une simple invitation, il n'y a pas eu encore d'inculpation de l'honorable Vital Kamerhe jusqu'à ce jour, même si sa demande de liberté provisoire a été rejetée hier samedi, cela ne veut pas dire que Vital Kamerhe est inculpé, même si jamais il serait inculpé, cela ne veut pas dire qu'il est déjà condamné, donc il a tout le temps de réunir le moyen de défense et de réunir son conseil d'avocat afin de l'innocenter. Parce que cette affaire de 100 jours, de la gestion des 100 jours, était une grosse tache noire à notre gouvernance, la gouvernance de l'UDPS. Nous étions humiliés. C'était une grosse tache noire. Une grosse tache noire. Parce que nous avions, durant 37 ans, lutté pour l'instauration de l'état de droit. Nous avions lutté pour la fin de la corruption, de détournement et de l'enrichissement illicite, mais curieusement, sous notre mandat, nous avions eu des soupçons persistants que ces pratiques se sont amplifiées et se sont professionnalisées. Voilà pourquoi le président de la République, chef de l'État, le 8 février 2020, il avait instruit au Conseil des ministres, afin que ce dernier instruive au ministre de la Justice, monsieur, son Excellence vice-premier ministre, ministre de la Justice, Ntunda Yakasinde, de donner injonction au procureur général afin de diligenter une enquête judiciaire pour voir clair dans le décaissement des fonds, dans la gestion des fonds, dans l'ensemble du programme des 100 jours. Et c'est à la suite de cette injonction que la justice s'est saisie. Je reviens à vous pour la suite de la question. Monsieur Koumimba, quelle lecture faites-vous par rapport à cette sortie médiatique du porte-parole de l'UNC qui parle déjà d'un acharnement sur la personne de Kamerhe et accuse par ricochet l'UDPS qui tient, selon lui, à écarter Kamerhe pour les élections prochaines? Et premièrement, à entendre parler notre ami de l'UDPS quand il dit qu'ils ont fait autant d'années, presque 38 ans de lutte, 37 ans de lutte pour restaurer l'état de droit. Mais je me dis, apparemment nos amis de l'UDPS sont sur quelle planète? Et si aujourd'hui ils nous disent qu'ils ont lutté pour restaurer l'état de droit, au contraire, je me dis, ce sont nos amis de l'UDPS qui sont arrivés et qui ont brillé dans l'incapacité de bien gouverner, qui ont brillé dans les tâtonnements, qui ont brillé dans, je peux dire,
l'incompétence notoire. Pourquoi je l'ai dit? Il faudrait que les téléspectateurs nous suivent attentivement, que le peuple congolais nous suive attentivement. Pourquoi je l'ai dit? Mais aujourd'hui, si vous dites que par rapport à M. Kamere, le chef de l'État veut parler au mois de février 2020, mais je ne sais pas, le peuple s'est dit, ils sont des familles, il n'est pas congolais, ou bien ougandais, ou bien rwandais, ou bien quelqu'un d'autre. Je dois vous dire que, avec la gestion de M. Fachi, nous avons vu des entreprises naître aujourd'hui. Et demain, on confie à cette entreprise-là un marché des millions, de 8 millions, de 10 millions, de 20 millions, de 30 millions. Mais pour poser la question, que M. Fachi nous dise l'entreprise que son jeune frère a dans le mining, dans le là-bas, cette entreprise-là a été créée quelques jours après, 3 semaines après, l'entreprise a gagné un marché. Et vous allez me dire qu'il y a de la bonne gouvernance? Mais non, c'est inconcevable. Et si même si M. Kamere est arrêté, présentement, d'une manière préventive, mais je me dis, qui gère le budget de la présidence? L'ordonnance loi que M. Fachi lui-même a signée, l'ordonnance loi numéro 09/003 du 30 juin 2019 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, dit quoi? Quel est responsable de la comptabilité de la présidence? C'est le chef de l'État. L'article 12 du règlement vous insinuez quoi, M. Koumiba? J'y arrive, il faudrait que nos amis de l'UDPS comprennent au moins. L'article 12 du règlement de la comptabilité, RGCP, dit quoi? Qui est l'ordonnateur du fonds de la République? C'est le chef de l'État. Et le fonds de la République, comment on appelle ça? On appelle ça comme dotation. Mais les directeurs de cabinet ne fait des dépenses que par délégation. Parce que la dotation, c'est le chef de l'État qui gère. Si aujourd'hui vous voulez dire que Fachi n'était au courant de rien, mais voilà, permettez-moi, je vais dire qu'il est incompétent. Puisqu'il ne sait pas gérer. Parce que c'est lui qui gère le fonds de la République. Comment quelqu'un qui gère le fonds de la République puisse ne pas connaître ce qui se passe? Comment il engage les dépenses? Et si vous me dites qu'il le connaissait, donc il est de mèche avec Kamere. Ce sont les deux points que nous devons savoir. La population doit savoir ça. Si Fachi ne connaît pas, il est incompétent. Il ne sait pas gérer. S'il connaissait, il est de mèche avec Kamere. C'est que nous devons savoir que Fachi, qu'on connaît la position de Fachi chez nos amis de réagir tout de suite. Connaissait, oui ou non, qu'il y a une manifestation, qu'il y a une fuite de capitaux, qu'il a été dilapidé. Kamere a tout fait. Et la création, j'y arrive. Comment tout ces temps-ci, nous avons décrit en tant que l'AMOCA la création des entreprises. Aujourd'hui, on donne un marché, une entreprise qui n'a aucun document, juste de gré à gré. Même pas de gré à gré, une entreprise qui n'est aujourd'hui, 2 jours après, on lui donne un marché de 20 millions de dollars, 30 millions de dollars, sans aucun document, à part le registre de commerce. Mais c'est inconcevable. Une entreprise sans expertise, c'est ça la question qu'on se pose. Vous allez me dire que Fachi ne connaissait pas tout cela? Mais je vous dis, la vérité finira par... Merci, je reviens à vous tout à l'heure, M. Koumiba. Permettez-nous... quelque chose. Allez-y, M. Tchipovo, rapidement, votre action regarde. Merci beaucoup. De votre co-débatteur. Il a évoqué tant de points. Je voudrais que vous puissiez les élucider rapidement. J'ai entendu M. Koumiba aller dans l'excès de langage que je déplore en passant, avec des mots frisant l'insulte. Non, je ne vais pas insulter. Je dis si il arrivait, il ne connaissait pas. Monsieur John Koumiba, lorsque vous parliez, j'ai pris le calme de vous suivre. Allez-y. Lorsque M. John Koumiba, ce qu'il doit savoir et ce que l'opinion doit savoir, c'est que lorsque le président de la République, chef de l'État, a lancé le programme d'urgence des 100 jours, il a nommé à la tête de la coordination de ces travaux, M. Vital Kamere Kingi, qui était le responsable numéro 1 de cette coordination. Et il a été aidé en cela par d'autres responsables, notamment M. Nicolas Kazadi, qui était, lui, coordonnateur en charge des questions techniques. De l'UDPS. Bien évidemment. Et lorsque le marché ont été lancés, les procédures ont été engagées, ce qui est tout à fait discutable lorsque nous parlons du marché de gré à gré, c'est discutable. Mais le plus important, ce n'est pas le marché de gré à gré. Parce que lorsque nous regardons les travaux des 100 jours, il y avait des ouvrages qui devraient se passer dans
les timings de 100 jours, mais d'autres ouvrages devraient aller au-delà. Mais parce qu'on avait besoin de travail, de résultats dans un bref délai, si on suivait la procédure normale, et pour information à M. John Koumimba, il doit comprendre que beaucoup de travaux, beaucoup de projets ont été récupérés dans les projets qui étaient en veilleuse dans la gouvernance de M. Kabila, notamment des questions d'école et beaucoup d'autres projets, et notamment le projet de construction des logements sociaux. Il a évoqué la question de la gestion de la comptabilité dont l'ordonnateur principal sur le chef de l'État. Comment, si les faits qui ont été ou qui sont reprochés, nous faisons un type de supposition parce que le dossier est en cours d'instruction, si les faits qui sont reprochés à Vital Kamerhe, pour lesquels il s'avère réel, à quoi va ressembler l'implication par rapport à la gestion des finances? Par rapport à la gestion des finances, il n'y a aucune implication que nos amis de la MOUCA veulent imputer au chef de l'État. Pourquoi? Parce que lorsque le chef de l'État s'est rendu compte que les choses n'allaient pas dans la bonne direction, qu'il y avait une sorte de sabotage. Le report par rapport à l'inauguration des soldats de Kinshasa, ainsi de suite, voilà. Il s'est décidé de confier la mission. Il avait d'ailleurs le 8 février, c'était un vendredi, avant de s'envoler vers Addis Abeba, où il avait été élu vice-président de l'Union africaine, il avait instruit à l'inspecteur général des finances de diligenter un audit, en même temps qu'il avait demandé et instruit au Conseil des ministres d'instruire l'ouverture d'une enquête. Vous savez, dans l'état du droit, lorsque nous sommes dans l'état du droit, nous devons laisser la justice faire son travail. Voilà pourquoi nous avons confiance en la justice et nous savons que ceux qui sont impliqués de près ou de loin seront engagés. N'est-il pas acharnement sur Kamerhe aujourd'hui par rapport à l'accord même que vous avez conclu avec lui avant que Félix Tshisekedi ne soit élu président de la République? Je ne vois pas qu'est-ce que vient faire l'accord de Nairobi dans cette affaire. C'est une affaire exclusivement judiciaire. Je ne vois pas ce qu'un accord politique vient faire dans cette enquête. N'oubliez pas que la politique tient à un certain moment le droit. Vous êtes de sciences sociales, M. Tchoubaba, je vous le rappelle, la politique est un système global qui tient les autres systèmes. Mais si nous réfléchissons de cette manière, moi j'ai comme l'impression que beaucoup de ceux que j'entends parler, ils ont tendance à vouloir pérenniser le système de la gouvernance arbitraire. Où nous avions vu le responsable, les amis ou les alliés du pouvoir de M. Kabila, notamment M. Mouzito, M. Matata et les autres premiers ministres de Kabila, ils ont été protégés. Pourquoi? Parce qu'on voulait sauvegarder l'accord entre le Palou notamment et le PPR. Et donc, vous citez Mouzito dans la malversation, c'est ça? Vous voulez citer Mouzito dans la malversation financière? Je parle... Il y a beaucoup de rapports là-dessus qui parlent de l'enrichissement illicite, présumé de M. Mouzito. Et donc, aujourd'hui, nous avons établi le toit du droit et nous laissons à la justice faire son travail. L'alliance électorale n'avait pas pour fondement de venir dilapider les fonds de la République, de considérer la République comme un butin. Parce que si la gouvernance Kabila a échoué, c'est parce que la gouvernance était fondée sur le principe du pouvoir butin, où on considérait que nous avons acquis un butin de guerre que nous devons nous partager à la grande dame de notre peuple. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, nous faisons confiance à la justice. Nous ne pouvons pas nous prononcer sur les implications des uns et des autres. Nous disons simplement que nous avions observé. Et d'ailleurs, M. Koumimba laissait que le secrétaire général AI de l'UDPS, M. Kabouya, ainsi que le président intérimaire de l'UDPS, M. Kabound, avaient fait une descente sur le terrain, avaient réclamé l'ouverture d'une enquête judiciaire. Et donc, au niveau-là que le porte-parole de l'UDPS, plutôt de l'UNC, évoque l'implication de l'UDPS dans l'arrestation de Kamerhe. Non, lorsque nous avions dit le peuple d'abord, lorsque nous regardons, nous observons que la direction qu'a prise le pays dans la gouvernance notamment des travaux des 100 jours n'était pas en faveur de notre peuple, nous avons haussé les tons pour que
les instances institutionnelles puissent se pencher sur la question, ce qui a été fait. Voilà pourquoi nous saluons l'ouverture des enquêtes et nous soutenons le magistrat. Voilà, alors M. John Koumimba, y a-t-il effectivement cette implication de l'UDPS qui aurait favorisé justement l'accélération du dossier pour que Cameroun arrive à ce niveau? D'ailleurs, il a confirmé lui-même. Avec la descente. Quand ils sont descendus, puisque je peux me dire, un président d'un parti politique peut descendre et aller voir, et il s'est dit il faut qu'il y ait enquête, je ne sais pas. C'est-à-dire, il a confirmé. Il a confirmé que c'est l'UDPS qui est derrière. Oui, l'UDPS est derrière. Il a confirmé, dans son langage. Il y a quelque chose. Je me dis, vous savez, la population qui nous suit s'est dit, est-ce que réellement l'UDPS, c'est un parti qui a été appelé à bien gérer, à entendre parler les propos de mon ami. Et je crois que l'UDPS, c'est un parti qui a été créé. Je peux dire que Dieu, si ce n'était pas créé par un individu, que Dieu a mis en RDC juste pour continuer à faire l'opposition. Pas pour la gestion. Je l'ai dit. Mon co-débatteur dit que le contrat de gré à gré, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème comment. Vous devez savoir que la loi stipule qu'un marché, normalement, au-delà de 50 000 $, doit passer sous adjudication. Normalement, ça doit passer sous adjudication. C'est ça respecter le droit. C'est ça l'état de droit. L'état de droit n'est pas synonyme d'arrêter quelqu'un. On les met au cachot d'une manière préventive. Vous dites que vous êtes dans un état de droit. Quel genre d'état de droit? L'état de droit devait d'abord respecter le premier principe. Le premier principe, pour passer un marché au-delà de 100 000 $, vous devez faire de 50 000 $, 100 000 $, 1 million, vous devez faire une adjudication. C'est-à-dire, vous devez faire appel à plusieurs entrepreneurs qui vont donner leurs offres et à partir de cela, vous allez choisir le mieux, disons. Par rapport à l'expertise. Par rapport à l'expertise. Et l'entreprise qui a de l'expertise. Mais vous créez une entreprise. Aujourd'hui, demain, vous lui donnez un marché de 60 millions de $. Vous dites que c'est ça l'état de droit. Où est-ce que vous avez appris ça? Dans le 37 ans de règne, c'est pourquoi je vous dis que l'UDP, c'est un parti de l'opposition. Ce n'est pas un parti qui a été créé pour diriger. Et vous me dites que non, et par rapport à Vital Kamere, que non, l'IDPS n'est pas impliqué. Je dois vous dire l'IDPS est là-dedans, puisque vous avez fait une descente. Après votre descente, vous avez dit il fallait que cela se fasse. Et je dois vous dire, ce n'est même pas votre effort. Nous saluons les efforts du procureur général de la Cour d'appel. Et si l'IDPS est là-dedans, s'agit-il clairement d'une implication, d'un acharnement? L'IDPS est trempé. D'abord, s'il arrivait que Kamere est reconnu coupable, l'UDPS est là-dedans. Puisqu'il y a plusieurs marchés que l'UDPS, que les gens de l'UDPS, que les gens qui sont venus de la diaspora, ce ne sont même pas les combattants. Les combattants qui ont lutté jour et nuit dans ces pays, ils n'ont même pas été récompensés. On a pris juste les amis, les collègues, les amis avec qui on était en Europe, on les amène ici et on leur donne le marché au détriment de la population congolaise. Et cet argent se volatilise pour qu'on ramène ça en Europe. C'est ça la gestion de l'UDPS. En plus de cela, je me demande, quand vous continuez toujours à parler de l'état des droits, il ne faut plus parler de l'état des droits. Toi, en tant que l'UDPS, puisque vous n'avez pas su mettre l'état des droits. L'état des droits, ce n'est pas seulement la justice, c'est respecter les lois. Vous lui avez posé la question de savoir l'ordonnateur de la dotation présidentielle, il n'a pas su le dire. Quel a été le rôle de Kamere dans ça? Le Kamere n'était qu'un délégué par rapport à ça. Il n'a pas su. Il va réagir. Je vous ai dit que c'est lui. Vous allez réagir. Nous voudrions que notre ami de l'UDPS nous dise clairement ce qu'il y a eu. Vous me dites, je me demande même qu'on parlait des têtes. C'est nous qui avions demandé à ce qu'il y ait une justice, afin que la justice soit faite par rapport à nos amis qui ont détourné l'argent. Vous étiez le premier, vous, avec votre parti, pour dire que vous n'allez pas puiser dans le passé. Mais c'est inconcevable. Pour qu'il y ait une justice, la première des choses, c'est quoi? C'est pourquoi prenons même l'exemple de l'Afrique du Sud. Vérité et réconciliation, quand il y avait apartheid, ils se sont dit la vérité et par après, il y a réconciliation. Mais vous voulez continuer toujours dans la boue, dans des histoires qui ne tiennent pas debout. Je peux prendre l'exemple de vous voulez dire que l'UDPS est impliqué dans la situation actuelle que connaît le pays avec le détournement de fonds? C'est pourquoi je vous ai dit, si Fachi n'était pas au courant de toute cette machination que Kamere a faite, je dis bien, si Fachi ne l'était pas, je vous dis,
qu'il est incompétent. D'accord. Mais s'il le connaissait, je vous dis, il est deux mèches avec Kamere. Comment il a laissé faire toutes ces histoires-là? Et je vous dis, je prends l'exemple. Cette fois-ci, nous demanderons, nos amis de l'UDP, je sais que vous n'êtes pas appelés à gérer, vous allez toujours rester dans l'opposition. Vous continuez toujours à battre des tam-tams, puisque la gestion n'est pas dans votre structure. Vous ne savez pas gérer. Cette fois-ci, nous voudrions, c'est comme nous avions décrit cela, par l'entremise de notre président de la Munga à l'époque, c'était Martin Fayou, nous avions décrit cela, nous avions dit, premièrement, les enquêtes doivent commencer sur la gestion de l'affaire Boukangalose. Vous voulez qu'on fouine dans le passé? Nous vous disons, d'accord. Je n'ai pas encore fini. Vous avez épuisé votre minutage, 30 secondes. On a 30 secondes. On a dilapidé l'argent de congolais par rapport à cela. Nous avons parlé de 16 millions de dollars, vraiment, qui se sont volatilisés en présidence. Jusqu'à preuve du contraire, vous étiez obligé de nous dire que c'était des COP, c'était des rétrocommissions. Nous vous avions dit, on a volé. Vous n'avez pas accepté. Nous allons parler de 20 millions de dollars de la GECAMIN qu'on a 200 millions de dollars qu'on a pris chez un individu qui était sanctionné par les États-Unis. Là, vous avez laissé faire. C'est pour vous dire quoi? C'est ça l'état des droits. D'accord. Vous allez continuer, M. Koumouimba, s'il vous plaît. Vous allez revenir à cela. Pour dire que l'UDPS n'est pas là pour la gestion, l'UDPS est là pour l'opposition. Monsieur Tchouboua, merci beaucoup. Autant de dossiers évoqués par M. Koumouimba, qui, selon lui, implique directement l'UDPS dans le dossier. Je suis éclairé. Dans la malversation financière. Je suis éclairé, en même temps satisfait. Éclairé parce que aujourd'hui nous avons un cadre du parti de M. Adolphe Mouzito, l'ancien cadre ministre, le fédéral de Nouvel-Élan, cadre de la Monka. M. Koumouimba qui s'approprie, qui s'octroie la paternité de l'action judiciaire. Alors que, du temps de la gestion de M. Mouzito, tout le monde le sait, la justice était absente. Mais aujourd'hui, lorsque M. Koumouimba est en train d'étaler tous ces dossiers sur lesquels la justice doit impérativement faire son travail, il fait de l'amalgame lorsqu'il fait une lecture biaisée comme d'habitude, comme ils nous ont habitués nos amis de la Mouka, sur le fait que le président de la République, chef de l'État, a dit qu'il ne fouinera pas dans le passé. Ce n'est pas au pouvoir exécutif de fouiner dans le passé. Vous savez, le fondement de l'état de droit, c'est quoi? C'est la séparation stricte du pouvoir. Mais lorsque M. Koumouimba s'agite ici en disant que le président de la République, le numéro 1 de l'exécutif du pouvoir exécutif, a dit qu'il ne finira pas, il trouve cela scandaleux. Ça se comprend parce qu'ils ne comprennent pas le fondement de l'état du droit, la séparation stricte du pouvoir. Et aujourd'hui, et dans la même interview, le chef de l'État avait dit que les instances habilitées feront leur travail. L'implication qu'il a évoquée lorsqu'il parle de l'implication de tous les dossiers, même dans le dossier Vital Kamere, il est en train de divaguer. De divaguer pourquoi? Mais le coordonnateur adjoint, parce que le programme des stages, écoutez, lorsque pour cette raison, je vous ai dit au début que je ne me prononce pas sur le contenu de l'enquête en cours. J'analyse tout autour, mais je ne peux pas me prononcer sur le déroulement de l'enquête. Parce que nous sommes appelés à adopter une attitude de neutralité. Mais lorsque M. Koumouimba me parle de 15 millions de dollars, comment ces 15 millions, l'affaire des 15 millions a été connue? C'est parce que le président de la République, chef de l'État, avait instruit l'ANER. Et à son tour, l'ANER a réquisitionné les services de l'inspection générale des finances qui avait mené une enquête. Et après avoir mené les enquêtes et que l'inspecteur général s'était buté à une difficulté telle qu'il y avait à un moment donné le compte autre que les comptes du trésor public qui était impliqué à la Robank. Et pour que la Robank mette à la disposition ces comptes, il ne pouvait pas sacrifier ses clients au nom de la confidentialité. M. Koumouimba le sait. C'est ainsi que l'inspecteur général est allé saisir le procureur général de la République. De la même manière que M. Koumouimba, il y a peu, il nous accusait que depuis que Oli Ilunga a été mis en résidence surveillée, personne ne connaît sa suite, s'il est en liberté ou il s'est déjà échappé à la justice. Mais pas plus tard que 2 semaines passées, la condamnation est sortie, mais Oli Ilunga a été condamné pour détournement.
Sous Tshisekedi, nous avons vu un ministre de l'Intérieur en exercice trempé dans une sorte de trafic d'influence qui a abouti à l'assassinat d'un médecin qui a été condamné à Kinshasa, Doli Makambo. Nous avons vu M. Guy Matondo, ancien ministre des Finances du gouvernement Kimbuta, condamné pour détournement des fonds. Et donc, aujourd'hui, lorsque nous regardons cet activisme de notre justice, lorsque nous voyons la prise en compte aujourd'hui de la souveraineté, de l'indépendance du pouvoir judiciaire, ça c'est le fruit de l'administration Tshisekedi. Que M. Koumimba ne nous dise pas que c'est parce qu'ils auraient chanté. En gros, le président Félix Tshisekedi n'est pas impliqué dans le... En gros, le président de la République, chef de l'État, a confié le travail à ses collaborateurs. Et il s'est rendu compte que ses collaborateurs n'ont pas fait le travail comme il se devait. Voilà pourquoi il s'est saisi de la justice de son pays. Pour que la justice tranche. Et la justice est en train de faire le bon boulot. Vous savez pourquoi? Y avait-il malversation? S'il vous plaît, c'est moi qui pose la question. Malversation, oui ou non? Malversation, c'est sur base de quoi, monsieur Par rapport à l'ordonnancement même de fonds. Il ne faut pas se substituer au juge pour faire les affirmations. Il ne faut pas se substituer au juge. Lorsque nous regardons le contour de cette affaire, lorsque lui débaisse, et que je suis content, voilà pourquoi je me disais... Les entrepreneurs qui se font payer 2 fois la même facture, c'est ça votre bonne gouvernance. Je vous dis, vous êtes dans l'échec. Vous avez brillé dans l'incompétence. Nous tenons, une fois de plus, à demander à nos frères, nos compatriotes, d'observer les mesures barrières qui ont été édictées. Vous savez, cette fois-ci, nous avons au-delà de 215 cas positifs. Et dans les 215, nous avons déjà 20 décès, 13 guérisons. 17 guérisons. Maintenant, il y avait 17 guérisons. Et vraiment, nous vous supplions. Je demanderai même à ceux-là qui se saluent par le coude, je dis non. Puisqu'il est dit, si vous voulez éternuer, faites ça dans votre coude. Mais imaginez-vous, vous les faites dans votre coude et après vous saluez quelqu'un et vous saluez avec des coudes. Vous voyez que vous allez encore vous transmettre. S'il arrivait que l'un d'entre vous est atteint, vous allez contaminer l'autre. C'est pourquoi nous disons, nous devons observer les mesures barrières. Pourquoi pas ne pas se saluer comme quand on fait shalom à quelqu'un, ciao à quelqu'un. Là, je crois que c'est mieux. Et nous demanderons à nos autorités de tout faire pour que les mesures d'accompagnement se fassent comme les mesures humanitaires. C'est tout, les mesures humanitaires se fassent parce que avec la situation dans laquelle la population congolaise est en train de traverser, je ne crois pas 90% de la population être confinée, rester pendant longtemps sans qu'il y ait à manger, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas quoi que ce soit. Vraiment, il faudrait que des mesures sanitaires s'en suivent, comme ce qu'on a fait en Ouganda. J'ai vu le président ougandais, il a mené des cantines, il a mené beaucoup d'histoires pour distribuer à la population. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous faites? Au Sénégal, c'est même moment. J'arrive, vous n'êtes champion que dans la passation de marché de gré à gré à vos frères. Nous n'avons plus de la politique. Nous sommes dans la santé, monsieur Koumimba, s'il vous plaît. Je ne sais pas, vraiment, arrêtez avec cette histoire-là. C'est une très mauvaise pratique, c'est de la corruption. Voilà. Vous méritez une sanction. On doit vous arrêter. Je demanderai au procureur général dans toutes les provinces. Nous avons fini, M. Koumimba. Permettez-nous de bien clôturer ce magazine. Ceux-là qui le font dans des provinces soient aussi interpellés et arrêtés. Alors, M. Tchibouba, on va vous accorder la parole pour conclure. Une conclusion qui va être suivie par un message de sensibilisation de la population sur le Covid-19. La conclusion, c'est parce que M. Koumimba, même dans le message de sensibilisation, vous le politisez, il faut simplement se rendre aujourd'hui compte, après le passage de M. Adolphe Mosito à la primature, et ceux qui sont venus après lui, que l'état de structures de santé qu'ils ont dotées au pays, c'est un vide. Alors, mais en ce qui concerne notre débat, j'appelle notre peuple au courage, et nos magistrats et nos juges
que ça ne soit pas simplement Kinshasa qui bouillonne. L'état de droit n'est pas venu pour Kinshasa. L'état de droit et la respectabilité de nos juges et de nos magistrats doit être un principe auquel personne ne doit déroger. Voilà pourquoi, notamment les allégations que M. Koumiba est en train de soulever au niveau provincial, je crois que la justice doit se faire et dans toutes les facettes, parce que nous n'avons pas des individus à protéger. L'UDPS, à l'UDPS, on ne protège personne. L'UDPS n'est pas un refuge des voleurs, n'est pas une caverne de voleurs. Parce que je dois rappeler à ceux qui nous regardent que le grand maître Etienne Tshisekedi, paix à son âme et gloire à son combat politique, nous a toujours dit ceci. Au niveau de l'UDPS, nous avons 3 catégories de combattants. Nous avons les opportunistes, nous avons les traîtres et nous avons les idéalistes. C'est avec les idéalistes que nous allons instaurer l'état de droit, parmi lesquels le président de la République, chef de l'État. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes intraitables quant au soutien que nous accordons à notre justice. Parce que nous savons que sans notre justice, ce qui a failli, ce n'était pas la science, ce n'était pas les connaissances, ce qui a failli, c'est la sanction. Lorsque la sanction arrive, comme elle est en train d'arriver, il y a le tremblement et le grincement des dents dans le camp de ceux qui ont touché à l'argent sale de notre pays. En ce qui concerne le coronavirus, j'appelle notre peuple à garder, à observer les mesures barrières telles qu'elles étaient. Je déplore le fait que dans nos transports en commun notamment, nous n'avons pas encore pris la conscience du danger qui est cette pandémie du coronavirus. Je vois la journée quand il y a les agents de la police nationale, les chauffeurs ainsi que les clients observent le nombre de personnes qui doivent monter à bord des taxis ou des taxi-bis, mais lorsque les policiers désertent les artères, c'est fini. Tout le monde oublie comme si, quand il y a la police, c'est quand le coronavirus. Voilà pourquoi nous disons, observons les mesures d'hygiène et les gestes barrières, nous allons vaincre ces coronavirus. Voilà, madame, monsieur, ce magazine s'enferme. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Il a été réalisé par M. Pierre Lebéa. Nous recevions M. Chibawayele de l'UDPS, mais les opinions qu'il a données sur la question camérée ne sont de point de vue à caractère personnel. Merci à M. John Koumiba qui représentait l'opposition Lamouka. Il est interfédéral des Nouvelles-Landes d'Adolphe Mosito. On se retrouve le dimanche prochain avec le même plaisir de vous servir. Prenez soin de vous et surtout respectez les mesures barrières telles que fixées par l'Organisation mondiale de la santé, les autorités du pays ou de la province pour aussi faire face à cet ennemi invisible qui est le coronavirus qui ravage le monde. Au revoir.